Sasa mbona mmekaa kama aina hamuimbe? Weka nyimbo sasa. Avec le succès de l'opération Clean Corridor, il semblait que la conclusion de la première phase de la mission UNAMIR était en bonne voie. Il restait encore à former le gouvernement de transition. À l'occasion d'une cérémonie, le 5 janvier 1994, le président de ce gouvernement de transition, Habyarimana, a prêté serment. Moi, Habyarimana Juvenal, au nom du Dieu Tout-Puissant, je jure solennellement à la nation de remplir loyalement mes fonctions, de garder fidélité à la République rwandaise, de respecter les institutions de l'État et de promouvoir les intérêts du peuple rwandais dans le respect de la loi fondamentale et des autres lois. Durant l'après-midi, le même jour, le Parlement devait être installé. Cependant, pour protester contre la composition de ce Parlement, une grande partie des députés ne sont pas venus siéger. Conséquence, la formation du gouvernement fut reportée à une date indéterminée. Mais ce gouvernement de transition ne fut jamais formé. L'attentat du 6 avril dernier contre l'avion du président Habyarimana a mis brutalement fin aux négociations. Le Rwanda était à la veille de ce qui allait devenir l'une des guerres les plus cruelles et les plus violentes que l'Afrique ait connues. L'une des premières victimes fut le Premier ministre rwandais.
La Belgique plongea aussi dans le deuil avec la mort des 10 casques bleus chargés de sa surveillance. Une minorité fanatique accusait les casques bleus belges d'être responsables de la mort du président, accusation relayée par une radio libre rwandaise. Tous les Belges présents dans le pays furent dès lors menacés. La situation pour nos compatriotes devint rapidement intenable et le gouvernement belge décida d'envoyer une force d'intervention pour évacuer les Belges encore présents au Rwanda. L'opération Silverback commença avec l'atterrissage des parabelges à Nairobi. Cet aéroport allait servir de base pour les opérations tant militaires que humanitaires. Le matériel nécessaire pour l'opération fut principalement acheminé par des C-130 du 15e Wing et des Galaxy américains. La première action était d'atterrir à l'aéroport de Kigali, un atterrissage qui se fit dans une tension extrême car personne n'avait idée de la situation sur place. Fort heureusement, celle-ci était suffisamment calme. Alpha 6, Alpha 6, Alpha 26, over. Après s'être installés dans le hangar où se trouvait auparavant l'avion présidentiel, les parents ont pu commencer immédiatement les premières évacuations. Les premiers réfugiés embarquèrent à destination de Nairobi et rentrèrent à Bruxelles quelques heures plus tard. Complètement épuisés et portant les seuls objets qu'ils ont pu sauver, les réfugiés étaient à peu près 2000 à venir en Belgique. Ils furent accueillis à l'hôpital militaire de Neder-Overenbeek. À Kigali même, quelques points d'appui furent installés. C'est là que les éventuels réfugiés pouvaient attendre en sécurité un convoi vers l'aéroport. Un de ces points d'appui, le centre culturel de Kigali, doit cependant être rapidement abandonné. Les positions de l'armée gouvernementale s'en rapprochaient dangereusement. Tous les réfugiés, y compris les Tutsis qui recherchaient une protection, furent acheminés vers le point d'appui suivant, l'école française. Là, cependant, la situation ne semblait guère meilleure. On était même pris sous le feu. Il fallait pourtant tenir cette position, et pour ce faire, on renforça sa défense. Les hommes de la 17e compagnie restèrent 2 jours pour recueillir les derniers réfugiés. Dans cet hôpital psychiatrique dans les faubourgs de Kigali, les gens sont restés 3 jours pris sous le feu, sans nourriture, sans soins et sans médicaments. La situation y était très délicate et l'évacuation particulièrement dangereuse et difficile. Finalement, toutes ces personnes furent également mises en sécurité. Tout comme au début de l'opération, l'aéroport de Kigali était encore relativement calme. Cependant, l'avance de l'armée rebelle devenait une menace sérieuse pour l'armée gouvernementale, qui s'était retirée derrière l'aéroport, lequel se situait du même coup dans la ligne de feu. Il y eut des tirs tout près en effet, ce qui augmenta fortement le danger sur le terrain de l'aéroport. Quelques projectiles tombèrent sur le tarmac, dont un fut bien près de toucher un C-130 qui faisait la navette.
L'un des principaux objectifs de l'opération Silverbeck était d'évacuer un groupe d'orphelins. Ils furent recueillis à l'école française par la 17e compagnie. Un accueil en Belgique ou en Italie est envisagé pour ces orphelins. Avec eux partirent également vers Nairobi les premiers paras. L'opération Silverbeck touchait à sa fin. Entre-temps, la brigade paracommando, partie avec quelques autres unités, comme l'escadron du 4e chasseur à cheval, s'était retiré à l'aéroport international de Nairobi, au Kenya, pour se reconditionner. Le repos et l'entretien du matériel étaient, après les derniers événements, plus que bienvenus. La question que se posait alors le commandement, tant à Bruxelles, à Kigali qu'à Nairobi, était de savoir comment retirer du Rwanda les casques bleus belges avec le moins de risques possible. Le choc que causa la mort de nos 10 hommes sur place était encore vivement ressenti. Choisir et donc prendre la responsabilité était extrêmement délicat, mais les casques bleus belges devaient absolument quitter le Rwanda. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères, Willy Klaas, a fait clairement entendre à l'ONU, qui a donné son aval à ce retrait. La première possibilité était un pont aérien avec des C-130, mais cela s'avérait difficile vu le grand nombre de véhicules et de casques bleus présents encore à Kigali. Par ailleurs, les casques bleus n'étaient pas à l'abri d'attaques de mortiers sur la piste de décollage de Kigali, comme ce fut déjà le cas lors du départ des derniers réfugiés français. Personne ne désirait courir à nouveau ce risque. Deuxième possibilité, la solution terrestre. Une énorme colonne de véhicules, 450 casques bleus, armés jusqu'aux dents et prêts à tirer. Mais d'autre part, l'armée gouvernementale ne donnerait pas aussi facilement un sauf-conduit aux Belges. En outre, le sentiment anti-belge ne s'était pas encore apaisé, et quelques passages importants sur les 80 km de piste entre Kigali et la frontière étaient aux mains de cette armée. L'exfiltration par cette piste était donc dangereuse, et une intervention de la brigade paracommando à Nairobi serait même peut-être nécessaire. Une troisième possibilité était de combiner la piste et l'air. Toutes les options restaient envisageables. La décision n'était pas encore tombée et sur le terrain, la situation pour les paras était calme. Aussi bien sur le champ d'aviation de Nairobi que sur celui de Kigali, la vie militaire habituelle reprenait à nouveau son cours. Tout cependant se déroulait maintenant en fonction de l'exfiltration. Des moyens supplémentaires furent envoyés sur place depuis la Belgique. Une liaison satellite fut installée par une section du 5 TTR, ceci afin de rester en liaison non seulement avec Kigali, mais également avec le Centre Ops de Bruxelles, opérationnel 24 heures sur 24, et où la présence assidue du ministre de la Défense nationale, Léo Delcroix, fut appréciée. Une équipe médicale de l'hôpital militaire de Neder-Overenbeek fut amenée également en Afrique. Cette antenne chirurgicale devait se tenir prête à recevoir les casques bleus à la frontière rwandaise au cas où l'exfiltration se ferait par la piste. Sa mission, exécuter les interventions médicales urgentes et le premier triage. Il apparut très rapidement que la Tanzanie, et principalement le village de Mwanza, deviendrait la plaque tournante pour l'exfiltration de Kibat. Le 19 avril, vers 3 heures de l'après-midi, les casques bleus belges remirent leur mission aux mains des Ghanéens, et le lieutenant-général Charlier décida que l'exfiltration de Kibat se ferait par la voie des airs.
L'opération devait être terminée pour minuit ou plus tard. Ce fut surtout l'occasion pour le 15e Wing de montrer un bel échantillon de son organisation et de sa flexibilité. En un minimum de temps, tous les C-130 furent acheminés à Kigali. Ils allaient effectuer plusieurs navettes entre l'aéroport national du Rwanda et Mwanza. La plupart des pilotes furent briefés sur leur mission en cours de vol. En moins de 5h30, tous les Belges étaient évacués vers Mwanza. Plus de 25 rotations sur Kigali eurent lieu durant ce court laps de temps. Quelques appareils ne restèrent pas plus de 6 minutes sur le tarmac. Avant même que les Rwandais ne sachent ce qui se passait, les Belges et leur matériel avaient complètement disparu. Blue Safari fut une totale réussite. Young men fighting, look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading. The way we've always done before.